ou nous rejoindre. Alors c'est pas gênant, on va commencer le webinaire. Donc l'idée c'est de parler de la mesure du niveau de conformité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit mesurer son niveau de conformité au RGPD? Ça paraît évident, mais finalement, on peut aussi essayer de rebasculer sur ces questions. Comment? Et puis moi, j'aborderai un petit point aussi qui fait un peu l'actualité récente des lignes directrices qui ont été publiées récemment sur le calcul des amendes administratives et qui peut nous donner aussi un peu le là de savoir, finalement, ça peut être aussi assez utile de savoir où est-ce qu'on en est dans le RGPD, pour aussi, calculer et pouvoir prévenir peut-être, une éventuelle sanction et en tout cas savoir, combien à quelle sauce on pourrait être mangé. Alors pourquoi est-ce que, on effectivement mesurer son niveau de conformité? La première chose, c'est qu'effectivement, vous le savez tous, c'est une obligation légale, le Règlement général sur la protection des données. On doit tous s'y conformer en tant qu'organisations qui y sont soumises en Europe, ou en tout cas qui traitons de données, donc d'Européens. À partir de là, si vous voulez, le texte nous impose un certain nombre de choses. On va voir, voilà, on ira peut-être plus dans le détail après, mais sur un certain nombre de critères. Le texte est suffisamment éclairé, et éclaircissant sur les exigences, à travers les différents articles, hein. Le RGPD, c'est quand même, plus de 80 articles. Donc on a quand même des exigences assez précises sur ce qui est attendu, même si parfois on peut avoir, un peu de latitude, mais en tout cas on a un certain nombre de points, de conformité à respecter, et donc qui sont prévus par cette obligation légale. Le deuxième intérêt que moi je pourrais, isoler, c'est effectivement l'intérêt de savoir quelles ressources on doit attribuer, sur la conformité au RGPD. Bah, évidemment, toujours pareil, c'est-à-dire pour savoir combien de ressources, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, il vaut mieux savoir effectivement où est-ce qu'on en est, sur son niveau de conformité. Alors parfois, on a une niveau des entreprises, des organisations qui sont à des niveaux plus ou moins matures, sur le sujet, qui vont avoir plus ou moins d'avancement. Parfois, on va partir de zéro, parfois on aura aussi un historique parce que, c'est dans la culture de l'entreprise ou de l'organisation et donc on va avoir peut-être plus ou moins de ressources, donc à mettre en place et justement, on peut en parler après, bah, voilà, quels sont les outils et ben voilà, bah, Christophe en a évoqué tout à l'heure un bon exemple de ressources qui peuvent être aussi utiles et intéressantes et donc tout ça, c'est des éléments qui ont des coûts derrière aussi, et donc qui ont aussi du coût homme, du coût de temps, du coût d'argent et donc bien mesurer son niveau, c'est aussi bien savoir, s'orienter, sur ce sujet pour arriver effectivement au respect donc de l'obligation légale. Et puis troisième point qui me paraît aussi essentiel, c'est que dans les relations aujourd'hui, on voit dans les relations de business, donc dans les activités entre eux, alors qu'elles soient business ou qu'elles soient en tout cas même entre, les interactions entre les entreprises et les organisations, on voit que le RGPD, la conformité au RGPD, aujourd'hui est prégnante et s'immisce véritablement dans toutes les relations, qu'elles soient contractuelles, et qu'elles soient, à tous les niveaux. Et voilà, vous avez certainement, dans votre vie professionnelle, eu à parfois à répondre de plus ou moins, à plus ou moins longue distance, de questions sur la conformité au RGPD, alors qu'elle passe par différents moyens, que ce soit le moyen, réglementaire, sur la sécurité informatique. Tout ça gravite un peu, donc est mis en orbite sur la sphère RGPD et donc va, avoir véritablement un ça va avoir un poids important dans les relations donc contractuelles, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les obligations légales, il y a aussi les obligations contractuelles qui pèsent sur les organisations, donc avec un certain nombre de choses qui doivent être mis en place. Alors finalement, comment on va faire pour, évaluer? Donc on va aller plus dans le détail après, mais évidemment moi j'identifie 3 points. Le premier, on auto-évalue, on peut faire des petits audits, d'auto-évaluation, des premiers audits, des premiers questions, premières évaluations qui vont nous donner très rapidement de savoir à peu près, bah, est-ce qu'on est très, très loin du compte ou est-ce qu'on est vraiment, un peu plus avancé? Ensuite, effectivement, beh, toujours passer par un audit externe, c'est vraiment ce qui peut être aussi la solution parfois la plus efficace parce que ça va nous permettre d'avoir un regard extérieur, comparatif par rapport aussi au marché et donc qui puisse vraiment donner aussi un avis, circonstancié, autonome et cetera. Donc qui va
pouvoir être utile. Et enfin, la troisième option, bah, c'est petit si on est déjà peut-être à ce moment-là plus mature, c'est aussi sinon de passer par la désignation d'un DPO. Donc c'est une personne, une ressource spécifique en interne, donc qui va avoir cette fonction aussi de vérification du niveau de conformité, donc de l'organisme au RGPD. Alors j'évoquais tout à l'heure les lignes directrices sur les amendes administratives. Pourquoi est-ce que j'évoquais ce point-là? Parce que c'est d'une part, elles ont été publiées il n'y a pas très longtemps, le 12 mai 2022, donc c'était vraiment il y a quelques semaines. Et elles ont un caractère intéressant puisque, je disais tout à l'heure que le RGPD, c'est un certain nombre d'obligations qui à travers les différentes dispositions légales, qui sont, assez facilement mesurables en termes de livrables, on va dire, qui peuvent être attendus. Et il y a un certain nombre de choses donc qui permettent aussi de savoir, si on a respecté ou pas telle obligation, dans le RGPD. Je ne sais pas, le chapitre 5 sur les transferts, les obligations de sécurité, les obligations d'information des personnes. Et ben, ces dispositions-là, aujourd'hui, il y a un système aussi qui est mis en place à travers le RGPD, à l'article 83, qui permet de calculer, donc le, montant d'une sanction éventuelle qui va être prise par l'autorité de contrôle. Et donc ce calcul donc de ce montant, aujourd'hui, il peut pratiquement être déterminé en avance par rapport, donc aux manquements éventuels, ou en tout cas à l'absence de respect du RGPD. Je dis ça parce qu'effectivement, ces lignes directrices vont donner véritablement une méthodologie aux autorités de contrôle, pour pouvoir calculer finalement le montant de la sanction administrative qu'elles vont, donc attribuer à un organisme qui ne respecterait pas le RGPD. Mais ça veut aussi dire que ce calcul, il peut être fait par les organismes eux-mêmes pour anticiper quel est le risque financier donc heu, pouvoir, heu pouvoir se traduire à travers, par exemple, une absence de conformité à une règle du RGPD. Hein, on voit qu'aujourd'hui, selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, selon le niveau de sérieux de l'infraction, aujourd'hui, ben, il y a des règles très précises, voilà. Vous avez une infraction qui sont classifiées en je dirais selon 3 niveaux: faible, moyen, fort. Et aujourd'hui, vous avez des règles qui vont dire que, eh ben, sur une assiette qui est calculée au départ, vous pouvez, avoir, donc un montant qui va être, par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires de 500 000 €, vous allez avoir une assiette selon le montant, de la sanction qui est prévue par le RGPD sur cette disposition, qui va être, par exemple, à 40 000 €. Et ensuite, vous allez avoir différents facteurs aggravants ou, qui vont, plutôt mitiger, pas mitigés, comment on dit en français, mais qui vont être plutôt bénéfiques pour la sanction. Et donc derrière, ce sont des éléments qui aujourd'hui sont calculables. D'où l'intérêt finalement déjà de savoir bien ce qu'on a, à travers, donc cette mesure d'évaluation. Et ensuite de pouvoir, tirer bénéfice de tous ces éléments-là pour, anticiper un risque, déjà financier en cas de non-conformité à l'organisation, et puis éventuellement un contrôle ou d'autres. Hein, vous voyez tous les cas aujourd'hui, qui sont finalement un peu très utiles à la concrétisation de cette évaluation. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à, Estelle, ou Tristan, ou en tout cas, je ne sais pas si Estelle, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as pu récupérer le son? Bonjour, est-ce que là vous m'entendez? Voilà, très bien, bravo. Super. Eh C'est ben, Tristan qui va commencer du coup. d'accord, très bien. Eh ben, alors je laisse la parole à Tristan, sur justement ces premiers éléments qu'on peut avoir sur le RGPD. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un peu divers outils qui sont mobilisables, concernant donc la mise en conformité au RGPD. Donc, tout d'abord, on a des outils a priori, donc, notamment l'outil de la CNIL et l'AIPD. Et on a aussi, les audits et dans une deuxième partie, je vous présenterai un peu les outils qu'on peut utiliser a posteriori, donc, une fois qu'on a déjà commencé sa cartographie. Donc, concernant les outils a priori, donc, évidemment, quand un traitement présente des risques pour les droits et libertés des personnes, on va mettre en place un certain nombre d'AIPD sur ces traitements à risque pour vérifier ou corriger les traitements. Donc ça, c'est un des outils qui va permettre, la mise en conformité au RGPD. Donc, sur ce point, on a une méthode de l'AIPD qui a été présentée par la CNIL et donc, qui va reposer sur 3 axes. Donc tout d'abord, une délimitation du contexte du traitement, l'évaluation des mesures qui vont permettre de garantir le respect des principes du RGPD et une évaluation des risques sur la sécurité des données. Donc, à partir de là, l'analyse va être validée, refusée ou reprise pour améliorer la situation.
Donc, en termes d'outils, la CNIL, elle va proposer un modèle en format PDF qui va permettre de réaliser cette analyse d'impact ou un outil logiciel en open source pour la réaliser également. Vous pouvez également donc retrouver ce type de modèle d'analyse à l'intérieur de Dastra. En effet, donc dans le modèle audit de l'application, on a 2 modèles de version d'analyse d'impact. Donc une version classique qui va répondre aux exigences d'une AIPD et une version plus complète, donc qui va permettre de s'adapter aux traitements les plus complexes et qui nécessitent une analyse approfondie. Ensuite, donc après l'AIPD, on a également les audits qui sont un autre outil mobilisable pour la mise en conformité. Donc une entreprise va pouvoir réaliser un nombre assez varié d'audits, donc qui vont être autant d'étapes importantes pour l'entreprise selon ses pôles d'activité. Les pôles les plus importants, donc ça concerne évidemment, concernant la protection des données, sont évidemment le pôle informatique d'une part, donc avec des audits concernant les systèmes, donc à effectuer auprès du service informatique et éventuellement des prestataires externes. Et l'autre pôle, ça va être le pôle juridique, donc avec des audits concernant les contrats en cours, la sous-traitance, les mentions d'informations également données aux personnes, la gestion documentaire, qui vont être à effectuer auprès des services juridiques de l'entreprise ou même de la direction. Donc là aussi, Dastra va vous proposer un certain nombre de modèles d'audit variés, donc qui vont de la sécurité des systèmes de l'information à la conformité des contrats sous-traitants, en passant aussi par la formation et la sensibilisation des collaborateurs. Donc de là, la première étape concrète vers la mise en conformité, ça va être ensuite donc de cartographier ces traitements et de mettre en place son registre des traitements. Donc le registre des traitements, c'est un autre outil aussi mobilisable. Mais concernant ce sujet, on peut vous renvoyer vers un webinaire dédié, par exemple, celui qui date du 26 août 2021 sur le registre des traitements. Donc si vous voulez aller avoir un peu plus Vous pourrez le d'informations sur retrouver ce sujet. sur le site de Dastra, hein, ça y a aucun problème. Tout à fait. Donc ensuite, une fois que ces outils, a priori, j'ai envie de dire, ont été mobilisés, on peut également se tourner vers d'autres supports, d'autres outils. Donc ici, on a 3 outils qui sont particulièrement intéressants et qui vont plus se concentrer sur une évaluation de la conformité générale de l'entreprise afin de pointer du doigt les difficultés une fois que la cartographie et les audits auront été réalisés. Donc cela aussi permettra éventuellement donc d'analyser les connaissances des intervenants dans les processus, d'analyser les connaissances des métiers. Ces outils vont vraiment servir à ça. Donc dans un premier point, je trouve intéressant les outils proposés par France Numérique. Donc le portail France Num qui va proposer un certain nombre d'outils donc, pour évaluer la maturité numérique de l'entreprise, qui vont être proposés par divers prestataires. Donc on aura Ouais, un... juste une question, Tristan, sur, les outils par, Franceinum et MEDEF. Est-ce que c'est un peu des outils quand même très globaux qui vont permettre d'avoir aussi une première approche? C'est ça, un peu de sensibilisation RGPD pour les entreprises? Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Ça se présente vraiment comme des outils avec des petits QCM, souvent sur la base vrai-faux, qui vont permettre vraiment d'avoir une approche globale et une approche très simplifiée en fait, de la mise en conformité, qui vont vraiment être très, très globaux et qui ne vont pas s'attacher à, par exemple, à des problèmes plus précis comme l'analyse d'impact, comme les audits, mais qui vont quand même permettre d'orienter les métiers, d'orienter vers éventuellement des problèmes. Voilà. Donc ça s'adresse plus à des personnes débutantes. Donc à côté des outils proposés par France Numérique, on a aussi l'outil test du MEDEF, qui lui va se présenter comme un vrai questionnaire vrai-faux en fait. Et on aura une analyse des connaissances des personnes dans un premier temps, puis on aura une analyse globale du niveau de conformité dans un second temps. Donc c'est ça qui est un peu intéressant avec cet outil. Et enfin, pour un outil un peu plus approfondi peut-être, on a également l'auto-évaluation de maturité de la CNIL, donc qui va être intéressant vraiment ici pour une auto-évaluation globale en gestion de la protection des données, donc qui peut être mis en place dans l'organisme pour faire un check global un peu du formalisme avec lequel sont traitées les données personnelles. Donc on est sur une analyse globale et pas sur une analyse traitement par traitement comme avec l'AIPD qui a été présentée en première partie. L'outil, il va reprendre les standards en fait, des normes de sécurité des systèmes de l'information avec 5 niveaux différents. Donc, le premier niveau, ça va être une absence de pratique ou de processus, et ça va aller jusqu'à la mise en place donc, de processus améliorés en temps réel et actualisés au fur et à mesure, de manière continue. Donc, pour être toujours à jour dans sa gestion de la conformité, c'est ça qui est vraiment important. Donc, dans cette auto-évaluation de maturité, on va avoir 8 domaines donc, qui vont être évalués sur une échelle de 1 à 5, avec des propositions d'action selon les points faibles de l'organisme.
Et ces 8 points donc, sont des activités liées à la protection des données qu'on va retrouver de manière générale dans tous les organismes, que ce soit les entreprises privées ou publiques. On va retrouver, par exemple, la gouvernance, la tenue du registre, la formation et le pilotage. Ça va être un outil approprié une fois que tous les process auront déjà été mis en place pour, un peu repasser sur l'organisation globale de l'entreprise et pour repasser sur, vraiment la protection des données, de manière concrète. Enfin il faut rappeler que tous les outils présentés ici sont des outils indicatifs d'un niveau de conformité. Ils vont permettre, de définir des actions pour remédier aux points faibles concernant la conformité, mais pas, ce sont pas des outils en fait de certification d'un niveau de conformité atteint. Donc ce sont juste des outils indicatifs qui vont permettre de mettre en place les actions et de définir vraiment un plan d'action, ciblé par rapport aux besoins de l'entreprise. Mmh. Voilà, donc je Il pense n'y a que j'ai pas de maintenant conformité à 100 comme, on pourrait l'imaginer, se dire, est-ce que je suis 100 conforme aujourd'hui au RGPD? Est-ce qu'avec cet outil-là, finalement, je vais avoir une réponse, très satisfaisante de ce point de vue-là? voilà, non, ça paraît pas possible de donner une analyse où on dit qu'on est à 100 conforme, puisque la conformité, ça va être un processus continu qui va devoir s'actualiser et qui dépendra uniquement des processus qui vont être mis en place dans l'entreprise par les acteurs de la conformité et par les métiers. Donc on ne pourra jamais être à un niveau 100. Ça va être vraiment une action sur le long terme et une action continue. Mmh. Donc, après avoir vu les outils, je pense que je vais laisser la parole à Estelle maintenant pour, l'application pratique, dans Dastra, de cette évaluation de la conformité. Merci Tristan. Donc moi je vais rebondir sur ce qu'ont présenté Jérôme et Tristan. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une nécessité de pouvoir évaluer et suivre sa progression quant à son niveau de conformité. Et pour cela, Dastra a été ingénieux, d'une part par rapport à ses KPI présents dans la solution et d'autre part avec le module d'audit. Donc pour commencer avec les KPI présents dans Dastra, on retrouve plusieurs indices pouvant servir à déterminer son niveau de conformité au RGPD aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a des indicateurs. On a l'indice de progression, l'indice de sensibilité. L'indice de progression que vous retrouvez sur vos fiches de traitement vous indique si vos traitements renseignent tous les éléments obligatoires au sens de l'article 30 du RGPD. Cet indicateur vous indiquera les éléments manquants et à ajouter pour que votre traitement possède tous les éléments obligatoires au sens de cet article. L'indice de sensibilité, d'autre part, vous permet d'évaluer rapidement le niveau de sensibilité de votre traitement. Donc, cet indicateur est calculé sur la base de plusieurs critères, notamment la présence de données sensibles, la présence de mineurs ou de personnes vulnérables dans les personnes concernées, le volume un peu important de personnes concernées, la présence d'un sous-traitant, la présence d'un transfert vers un pays non adéquat, la nécessité ou non de réaliser un PIA. Donc ensuite, vous avez d'autres éléments dans l'Astra, tels que la visualisation des statistiques au sein de votre registre notamment, mais aussi dans les demandes d'exercice de droit. Donc les statistiques vous indiqueront par exemple la part de vos traitements nécessitant une analyse d'impact, la progression moyenne de complétion du registre, l'évolution des demandes d'exercice de droit ouvertes ou fermées. Vous avez d'autres statistiques que vous retrouvez dans l'application. Donc ces statistiques pourront vous être utiles pour évaluer votre progression sur tel ou tel indicateur et ainsi vous pourrez prioriser les actions de mise en conformité par exemple. Mmh. Votre tableau de bord également vous affichera des synthèses par fonctionnalité, sous forme de graphes ou autres, et qui là aussi vous permettront de visualiser rapidement votre évolution et de prioriser vos actions de mise en conformité. Donc vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses avec uniquement les KPI d'Astra. Maintenant, si l'on en vient un peu au module d'Astra pour mesurer votre conformité, il faut nécessairement parler du module d'audit. Donc dans le Oui, module justement, oui, d'audit, Estelle, je t'interromps juste, mais sur ces KPI, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que, finalement, ces indices de progression, alors il y a aussi un autre indice de qualité, mais qui est pas forcément, voilà, et ces indices, finalement, ça va nous permettre de savoir si on a déjà bien rempli, en tout cas, les champs attendus, mais ça va pas forcément être, ici qu'on va indiquer si ce qu'on a renseigné, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Hein, c'est-à-dire que c'est ça. là, je trouve il y a toujours un travail aussi, humain, ou en tout cas d'analyse derrière un peu plus fine, de la question de savoir si ce qu'on a mis, c'est bon ou pas. Hein, on peut pas, à travers, aussi tous ces indicateurs, dire que, globalement, par rapport à notre traitement dans la réalité, eh ben, on est 100 conforme à ce qui est attendu puisque de toute façon, globalement, c'est toujours très contextualisé. Donc il y aura jamais l'outil miracle qui va pouvoir faire Mhm. ça. Par contre, effectivement, et là, on va pouvoir le faire, derrière, ça veut dire qu'il y a un vrai travail collaboratif à faire avec, les opérationnels, avec le DPO, avec, en tout cas les personnes les sachants sur ce sujet aussi,
et un travail derrière aussi de sensibilisation et en particulier à travers le module, d'audit dont je vais te laisser, que je vais te laisser parler de présenter. Tout à fait, merci. Donc le module d'audit, comme j'allais le dire, ça vous permet de créer donc d'une part vos propres modules d'audit, de choisir un modèle parmi notre bibliothèque que Tristan a évoqué tout à l'heure notamment. Vous pouvez également combiner plusieurs audits ou importer un audit préexistant. Donc il s'agit là d'un outil très puissant, déjà par rapport aux libertés et possibilités offertes de création d'audits. En effet, vous allez pouvoir réaliser des PIA, vous allez pouvoir évidemment réaliser des audits d'évaluation de niveau de conformité, réaliser des audits de vérification de connaissances au RGPD par exemple, donc que vous pourrez très bien soumettre à vos salariés pour vérifier leur niveau de connaissance sur ce sujet. Le fait est que ce module, vous permettant de créer un nombre infini de modèles d'audit, il vous offre un panel très large d'utilisation possible. Au-delà de ces possibilités, le module d'audit est conçu de façon à ce que vous puissiez, après avoir planifié un audit, visualiser par exemple un système de scoring, avec un graphe qui va reprendre le pourcentage de réussite par rubrique de l'audit, des indications quant au taux de complétude de l'audit, le nombre de réponses aux questions posées, le temps de réponse par jour, etc. Lorsque vous créez un modèle d'audit, vous pouvez y ajouter des blocs d'analyse également, donc ceux-ci permettant d'afficher des points d'attention ou d'information. Enfin, en fin d'audit, les blocs d'analyse pertinents par rapport aux réponses apportées par le répondant s'afficheront dans le résultat de l'analyse de l'audit. Vous pourrez comparer les résultats des audits entre eux également. Par exemple, vous allez pouvoir évaluer votre conformité par un audit en janvier. Vous réutilisez le même modèle d'audit d'évaluation pour en faire un autre audit en septembre. À l'issue des réponses à ce deuxième audit, vous pourrez comparer les résultats des audits et voir rapidement votre évolution. Typiquement, c'est l'outil que vous allez pouvoir utiliser pour vérifier votre niveau de conformité au RGPD en janvier par rapport en septembre, par rapport à ce que vous avez mis en place, les processus pendant ce laps de temps. En effet, vous pourrez comparer les scores généraux des audits, mais également par rubrique. Ces comparaisons, elles ne se limitent pas à 2 audits. Vous pourrez comparer 3, 4 audits entre eux, etc. C'est aussi intéressant si vous utilisez un audit pour vérifier les connaissances au RGPD de plusieurs services. Vous pourrez rapidement évaluer quel service a plus besoin d'informations, voire de formation sur ce sujet. Enfin, il faut savoir qu'il vous est possible de soumettre vos audits à des utilisateurs de Dastra, certes, mais également à des externes, c'est-à-dire des personnes qui n'utilisent pas la solution. Donc, classiquement, ils vont recevoir un mail avec un lien qui va les renvoyer sur le modèle d'audit à compléter, enfin, sur l'audit que vous avez planifié et qui sera complété. Donc, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur ce modèle d'audit. Sur ce module d'audit, vous avez compris, il est vraiment très complet. Vous pouvez faire énormément de choses et vous pouvez répondre à vos problématiques de conformité, ou en tout cas de mesure de conformité. Et afin d'évoquer avec vous concrètement ce module d'audit, son utilisation, donc Christophe Infray, aujourd'hui, on le remercie encore de participer à ce webinaire. Et je pense que je vais pouvoir lui céder la parole pour concrètement qu'il vous dise son utilisation aujourd'hui de ce module. Exactement, oui. Merci. Je te laisse, Christophe. Merci Estelle, merci Jérôme. Alors, effectivement, je suis un utilisateur et je tiens à le dire, un utilisateur payant. À chaque fois que j'ai un client, j'achète pas une licence, mais un abonnement annuel. Donc, je ne suis pas là pour faire de la publicité, juste pour dire comment je m'en sers. Et ce que j'ai entendu de vous trois, ça m'a aidé en fait à prendre un peu de hauteur sur la manière dont je me sers de l'outil d'Astra chez mes clients ou la manière dont mes clients s'en servent eux-mêmes. Parce qu'on est effectivement, j'ai beaucoup de choses que je voulais vous dire qui répètent ce que vous avez dit d'un point de vue théorique. En fait, on est vraiment dans la pratique. Alors, je crois Jérôme, que c'est moi qui dois partager les slides, mais je ne suis pas du tout dans Oui, alors, tu dois pouvoir le faire, Mais tu les as, toi. Si tu les passais, ce serait pas mal. Ah oui, je vais les passer. Écoute, ce sera peut-être plus simple. Je vais Je me faire ça. débrouille du problème Tu as technique. raison, tu as raison, tu as Je te raison. remercie. Alors Voilà. donne-moi juste 2 minutes et puis je passe ça. Je vais commencer par la théorie. En fait, j'ai des clients qui m'ont posé la question, mais est-ce que vous faites un audit ou est-ce que vous faites un diagnostic? Alors, je ne savais pas, franchement. Je suis allé voir les définitions. L'audit, c'est une procédure de contrôle d'un État par rapport à une norme par un agent compétent. C'est la définition dans le dictionnaire. L'agent compétent, je pense que c'est le DPO, je crois. Et la norme, c'est le RGPD. Le diagnostic, c'est autre chose. Le diagnostic, c'est l'identification d'une maladie d'après les symptômes. Ça veut dire que c'est après avoir perdu les données à caractère personnel. Donc, je crois qu'on parle ici d'audit, c'est-à-dire en avance. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour protéger les données personnelles? Et si un jour vous avez une attaque ou une violation de données, vous ferez un diagnostic de cette violation, de cette situation de crise. Voilà. Donc, en pratique, et puis c'est ce que je vois aussi parce que mes clients me disent, écoutez, un autre DPO m'a parlé d'autre chose, pourquoi vous ne me le proposez pas? Nous, on voit 3 types d'audits, pas 3 audits, 3 types d'audits.
Jérôme, je ne vois pas mes slides, mais je ne sais pas. Alors ça vient, ça vient, Ça ça vient. vient. D'accord, pas de problème. Hop. Alors, je vais vous parler des 3 types en les comparant les uns avec les autres et vous verrez que dans la phase de votre mise en conformité dans la route, eh ben, il y a des audits qui sont plus ou moins utiles à différentes phases. Le premier que j'ai identifié, c'est ce qu'on appelle un audit de réalisation, c'est-à-dire, je ne sais pas du tout où j'en suis d'un point de vue RGPD, le sujet vient de sortir, depuis mai 2018, c'est quand même un peu lent, mais bon, où est-ce qu'on en est? On se pose la question dans le comité de direction, dans le quoi. Et là, il y a effectivement pas mal d'outils qui sont des outils assez rapides, des outils gratuits. Il y a 5, 10, 15 questions, un QCM, et que vous pouvez utiliser en 1 heure. Je crois que Dastra en a un sur son site web, donc bravo à Dastra pour ça. Et c'est une chose qu'on fait à distance en général, donc on n'a pas l'assistance, on n'est pas aidé par un TPO. Et ça vous donne un état des lieux. Donc vous êtes conforme, pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup. Ça ne vous donne pas une liste d'actions à réaliser. Ça vous dit, vous êtes quand même très loin du référentiel aujourd'hui. Ça vous aide à prendre conscience, c'est pour ça que je disais, c'est un audit de réalisation. Ça peut servir par exemple à un membre du comité de direction pour dire aux autres décideurs, il faut qu'on se mette en conformité, regardez, on est très loin, malgré ce que nous a dit le vendeur de logiciels machin ou le prestataire Intel, qui nous ont dit il suffisait d'un tampon. Il y a quand même beaucoup de gens qui affirment des choses de façon un peu osée encore dans le monde du RGPD, c'est dommage. Et donc avec ça, ça permet d'objectiver un peu en disant, non, on n'est pas conforme, il faut qu'on s'y mette, et il faut qu'on agisse. Donc, ça aide à réaliser qu'il y a un besoin. Et Alors, si c'est je une puis me chose qu'on fait une permettre, fois. juste Christophe, tu as évoqué tout à l'heure les audits rapides d'1 heure, et cetera. Et tu as bien raison de dire que c'est je dirais, de la première sensibilisation. Et puis l'un des sujets aussi qu'on peut identifier, c'est souvent de savoir répondre à ces questions. Et parfois, on a des questions qui sont quand même très, soit qui vont reprendre peu ou prou la réglementation, mais alors la réglementation, elle va vous dire: «Est-ce que vous avez fait ça?» Alors là, je ne sais même pas de quoi on parle, mais globalement, on va dire que non, ou on va dire que oui à peu près. Et donc, et c'est pour ça qu'aussi, voilà, c'est pas si simple que ça de tout évaluer, parce que plus on avance dans la réglementation, plus on se rend compte que si on a besoin aussi de se faire entourer de gens professionnels aussi et en tout cas d'avoir les bons outils pour pouvoir avancer sur ce sujet. Voilà, je suis désolé, je te coupais un peu là-dessus, mais Non, mais c'était aussi pour tu as préciser ce totalement point-là. raison, Jérôme, que souvent les gens ne savent pas répondre à la question. Même s'il n'y en a que 15, pour autant, ils ne savent pas y répondre. Ça prouve bien combien ils ne sont pas conformes, parce que même le sujet leur semble abscon. Donc, c'est un déclencheur. Moi, je trouve que c'est un audit qui est pas mal. Pour tous les gens qui n'ont rien fait, c'est une bonne manière de se déclencher, de se dire il faut y aller. Voilà, c'est rapide et ça, c'est pas actionnable. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les DPO comme moi, hein, je dis ça pour tous mes collègues. Dans le code, à DPO. Mais bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un autre audit que nous, on pratique beaucoup et que mes confrères pratiquent beaucoup, que je vais appeler l'audit de mise en action. C'est vraiment une analyse d'écart pointue, en profondeur, sur au moins une centaine de points de vérification. Ça va prendre une journée, il n'y a pas de problème. On va poser des questions sur le juridique, on va poser des questions sur l'organisation, sur la gouvernance des données, sur la formation du personnel, sur l'IT, sur la protection physique d'accès aux données. C'est vraiment profond. Mais c'est une analyse d'écart. Attention, on n'est pas en train de juger. C'est comme, moi je prends une image avec mes clients, il fait 22 degrés à Marseille. 22 degrés au mois de juillet, c'est une journée froide. 22 degrés au mois de février, c'est une journée chaude. On n'est pas là pour dire que vous avez bien ou mal fait le travail. On est là pour dire, par rapport à la norme, par rapport au RGPD, vous êtes en écart de temps. Et on donne une réponse objective. Et comme il y a une centaine de points au moins qui peuvent être adressés, eh ben, ça permet de dériver un plan d'action pour corriger chacun des écarts. Alors, ce n'est pas un plan d'action hyper précis, aussi précis que quand on utilise par exemple la solution d'Astra et qu'on rédige les registres, où là on voit chacune des petites choses qui manquent et qu'il faut aller vérifier, auxquelles il faut aller répondre. Mais c'est quand même un bon plan d'action pour démarrer la route vers la conformité. Ça peut être par exemple une question sur exportez-vous des données en dehors de l'Union européenne? Ah, je ne sais pas, il faut que j'aille vérifier.
Est-ce que vous avez des consentements dans les contrats de travail sur les données à caractère personnel? Ah, sur les gens qu'on a embauchés avant 2018, je ne sais pas. Ou il faut que je mette, j'amende ces contrats. Donc, comme ça pose des questions assez précises, ça vous identifie un certain nombre d'actions qui peuvent être plus ou moins simples à résoudre, plus ou moins rapides à résoudre ou plus ou moins coûteuses à résoudre, mais déjà, vous avez un plan d'action et vous êtes en chemin vers la conformité. Comme le disait tout à l'heure Estelle, cette mesure que vous pouvez répéter régulièrement, vous pouvez le faire de façon annuelle par exemple, ça va encourager tout le monde en disant « Ah, l'année dernière, on était à 35%, là, on est à 48%, on vise 65% pour l'année prochaine. » Ça ne veut pas dire qu'il fallait pas être en conformité en mai 2018 pour tout le monde. Hein. Je ne dis pas l'inverse de ce que dit la CNIL. Je dis simplement que ça permet de faire de la gestion de la résistance au changement. Ça permet de mettre de l'énergie dans un programme qui peut être un peu hors du cœur de métier de l'entreprise. Et ça permet de dynamiser la route vers la conformité et de l'objectiver. Donc ça, c'est vraiment utile. Alors moi, je le fais dans Dastra. J'ai fait exactement ce qu'elle fait Estelle. J'ai fusionné plusieurs audits standards que propose Dastra. J'ai mis ma sauce, j'ai retiré 10 questions, j'en ai rajouté 20. Et avec ça, j'ai un audit qui, me semble-t-il, couvre assez bien, avec une méthodologie assez honnête, qui donne des points par question, qui donne des points par réponse, qui donne des points par, je dirais, force de la réponse. Hein. Oui, je suis sûr qu'il n'y a aucune donnée en dehors de l'Union européenne. J'en suis sûr pour la plupart de mes fournisseurs ou des logiciels, mais il y en a quelques-uns que je dois vérifier. Ou alors je sais vraiment que j'utilise Google Analytics, les données qui partent aux US, non chiffrées. Enfin, vous avez un certain nombre de points en fonction des réponses. Et comme vous avez plus de 100 questions, ça vous donne quand même une bonne idée de là où vous êtes. Ça peut être particulièrement utile. Ça, c'est un boulot, je ne parle pas des actions correctives, mais l'audit, c'est un travail qui, comparé au premier, qui est un audit d'1 heure, c'est plutôt un audit d'1 journée pour adresser avec les responsabilités les 100 questions. Donc ça, c'est le deuxième audit qui est vraiment dans Dastra et qui est adaptable. Moi, c'est pour ça que ça m'a décidé de prendre Dastra. J'ai embêté Jérôme et Romain il y a 1 an en leur disant « Je veux pouvoir modifier votre modèle d'audit, je veux changer les points, je veux changer les questions, je veux changer la logique des questions. Hein. Si cette question n'est pas applicable à moi, alors dans ce cas-là, je n'ai pas à répondre à la question suivante. » Des choses comme ça. Dastra le fait très bien. Il n'y a pas de bug. Je croyais en avoir trouvé un il y a 6 mois. On m'avait promis une flûte de champagne, mais je suis sûr que j'aurai la flûte de champagne sans le bug. Il n'y a pas de... Aucun souci. Le troisième audit, c'est pour les gens qui sont déjà en conformité avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'être en conformité. 100%, 99, 90, ce n'est pas défini dans le règlement. C'est les gens donc, qui sont déjà en conformité, mais ce n'est pas parce qu'on est en conformité qu'on n'a pas besoin de vérifier la conformité. Et puis, les choses évoluent, l'interne, l'externe, les sous-traitants, la réglementation. Donc, ça vaut le coup d'aller vérifier. Donc, moi, j'appelle ça des audits de vérification. Ceux-là, ils sont proches des audits de contrôle statistique qu'on fait en production industrielle quand on prend des échantillons et qu'on mesure pour savoir si c'est bien dans les specs. Donc, par exemple, on peut faire un audit que sur la conformité des sous-traitants, avec 25 questions sur qu'est-ce qu'il y a dans les contrats écrits, est-ce qu'il y a des contrats écrits, est-ce qu'il y a des audits, enfin, des choses très précises. On peut poser sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, Dastra propose des modèles d'audit sur ces questions de vérification transversale. Ça permet de creuser un sujet très rapidement. Hein. On peut faire les sous-traitants à la fin du mois, c'est terminé. Et puis ceux qui ne sont pas conformes, à ce moment-là, on décide d'une action. On peut traiter des contrats de travail, on peut traiter des AIPD, on peut traiter de la gestion des cookies sur le site web. Et comme c'est transversal, ça va vite, ça rassure, ça confirme. Ça permet de comparer la théorie à la pratique parce que parfois, il y a du déclaratif quand on fait un registre de traitement et on s'aperçoit qu'en fait, en réalité, les choses ne sont pas tout aussi bien. Donc, c'est vraiment utile. Ça permet de relancer le niveau d'énergie en interne en disant oui, on pensait qu'on était en conformité, mais on vient de découvrir que. Donc, ça permet aussi de retrouver de l'énergie sur la conformité RGPD. Ça peut être fait par thème, ça peut être fait par pays, ça peut être fait par filiale. C'est des choses qu'on peut lancer. Moi, j'en fais chaque trimestre, mais en fait, dans un grand groupe, j'imagine qu'on pourrait lancer un audit tous les mois parce que c'est quand même assez léger pour les répondants. Ça se fait plutôt à distance. Hein. J'oubliais de dire que
L'audit d'avant, si la société n'est pas encore complètement sensibilisée au RGPD, formée, la présence du DPO peut être utile pour traduire le langage RGPD en langage métier, au moins la première fois. Mais dès que les gens ont été sensibilisés, l'outil d'Astra permet de faire les audits à distance et je trouve que ça marche très très bien avec des gens sensibilisés qui comprennent. L'audit de vérification, c'est des gens qui ont déjà mis leur business, leur métier en conformité. On peut très bien les envoyer c'est un système d'email dans la plateforme, on peut l'envoyer à plusieurs personnes. C'est vraiment efficace. Alors, le résultat. Quelle est ta recommandation sur la régularité justement de ces audits? Tu as dit un mois tout à l'heure. Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il y a une règle un peu que tu dans ta pratique Moi, je que tu m'aperçois d'une pousses? chose, c'est que la conduite du changement est le problème numéro un. Ce n'est pas les problèmes techniques informatiques, ce n'est pas les problèmes d'accès physique, ce n'est pas les problèmes juridiques. Enfin bon, une entreprise française, une communauté de communes, une grosse association, un hôpital. Le problème du RGPD, c'est qu'ils ont autre chose à faire et qu'ils sont un peu épuisés par toutes ces demandes de conformité par rapport à des tonnes de réglementation. Donc, je pense que la question, c'est quelle est la capacité de l'organisation à se dynamiser sur le sujet. Donc, les bons résultats dont parlait Estelle quand on reproduit la progression avec la fameuse courbe que tu nous montrais, ça, c'est vachement enthousiasmant. En plus, les gens comprennent que ça les protège eux. Eux, ils ont des données à caractère personnel. Ils les ont confiées à leur employeur, ils les ont confiées à leur site web ou à un média social. Donc, ils sont contents d'agir, mais il ne faut pas les étouffer. Donc, la question, c'est pour une personne donnée, ne pas lui poser un audit tous les mois. Si vous faites un audit avec le marketing un mois, le mois d'après, vous faites un audit avec l'IT, puis après, vous faites un audit avec la logistique, qui a souvent les adresses de livraison des clients, les adresses physiques, et revenez sur la même personne tous les 6 mois, je dirais. Voilà, pour avoir un accueil favorable. Si ça répond à ta question, Jérôme. Mmh. Oui, oui, c'est effectivement ça. De toute façon, il n'y a pas de Alors, règle absolue, on va dire. Mmh. non, il n'y a pas de règle absolue. Donc, je me sers de la plateforme d'Astra pour faire ces audits. Et dans la slide après, j'ai pris une vue d'écran d'un de mes clients. J'ai retiré le nom du client, bien entendu. Donc, nous, on travaille avec des clients partout en France. On a des clients en Alsace, en Corse, à Paris, en Normandie. Enfin, bon, voilà, on a un petit peu partout. Et voilà. Là, le client avait commencé lentement sa mise en conformité parce qu'il ne voulait pas y passer beaucoup de temps. C'est la décision du responsable de traitement. Le DPO lui avait expliqué les risques, mais c'est sa décision. Et il avait 35% la première année de conformité. Il accordait une demi-journée par mois à ses progrès. Et au bout de 12 mois, il était qu'à 59. Alors vous pourrez dire, c'est pas beaucoup par rapport à 35. Encore une fois, c'est une mesure d'écart, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles il était 100% bien, le rôle de sous-traitant. Il y en a quelques-uns là sur ma méthodologie, ça ne s'est pas affiché, je suis désolé, mais il y a des choses sur lesquelles il était complètement en conformité, alors qu'il n'était pas du tout l'année d'avant. Et il y a des choses sur lesquelles il y a encore du travail. Par exemple, la formation, hein, il faut répéter la sensibilisation au personnel sur la protection des données personnelles. Donc, il ne faut pas faire une session de formation. Il faut en faire probablement une par semestre avec l'intégralité du personnel. C'est ce qu'il n'avait pas fait. Il n'était pas à 100% de formation. Il avait atteint un score de 59% sur un questionnaire qui comportait 160 points à gagner et il avait gagné 94. Hein. Parfois, d'un client à l'autre, on change un peu le questionnaire pour s'adapter. Là, il avait complété à 100% le questionnaire, 70 questions sur 70. Il avait répondu en une journée, parce que ça se fait en une journée. Il avait éliminé, je crois, je ne sais plus, il y avait des sujets qu'il n'avait pas traités, comme le site web, parce qu'il est en train de refondre son site web. Ça ne servait à rien d'auditer son site web. Donc, on est dans l'outil d'Astra, une capacité à modifier, adapter, évoluer ces questionnaires et les shooter, entre guillemets, de façon assez simple, avec juste deux attentions. C'est que quand que vous créez votre questionnaire à partir de zéro ou que vous fusionnez des questionnaires d'Astra, il faut être très attentif à la cohérence des questions. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu as 100%, mais en fait, il y a encore une action corrective qui ne va pas. Donc, il faut poser la question qui correspond à l'action qui n'aura pas 100% de points.
De la même manière, si vous dites à quelqu'un tu n'as que 80% dans ton domaine de conformité, il faut qu'automatiquement le questionnaire lui déclenche, et c'est ce qui est le cas dans les questionnaires standards d'Astra. Si on n'a pas 100%, il y a tout de suite une action corrective qui est proposée, qui est logique, hein. Par exemple, vous avez des données qui sortent de l'Union européenne, automatiquement, il doit y avoir une recommandation d'action. Il faut lier le score et l'action pour que ce soit intelligible et bien reçu par les rangs métiers. C'est assez chronophage. C'est tout à fait fait pour les gens qui ont l'esprit. Il faut être un petit peu logique et ça marche très très bien. Donc voilà le retour. Moi, je pratique ça avec tous mes clients. Il y a des clients qui font que l'audit. Alors, l'audit de réalisation, moi, je ne le fais pas. Les gens viennent chez moi quand ils l'ont fait. Mais je fais des audits de mise en conformité et puis parfois je les renouvelle tous les 6 mois ou tous les ans. Puis des gens qui s'arrêtent là. Il y a des gens qui sont en conformité ou qui sont en conformité depuis 2018 et il y a un peu de poussière sur les dossiers. Et donc, on fait des audits de vérification et on découvre que ce que l'on croyait en conformité ne l'est plus ou même ne l'a jamais été, à vrai dire. Et donc, en fait, on utilise les deux pour faire progresser les dossiers et aussi réallouer des ressources. Je ne parle pas que de ressources externes comme moi, mais si vous voulez expliquer à un chef d'entreprise qui doit donner au directeur qualité 5 jours au mois de juin pour traiter tel et tel sujet, il faut lui expliquer pourquoi. Et ça mesure, ça quantitative, ça objective, et ça permet de relancer la conformité. Voilà mon retour Merci. d'expérience positive. Merci beaucoup Christophe pour ce retour, vraiment passionnant, intéressant. Et on voit qu'effectivement, c'est très concret en fait, ces audits. Ça se traduit donc par des actions très concrètes aussi chez tes clients et tu l'as dit effectivement, à travers des suggestions d'actions qui sont effectivement paramétrables en fonction des réponses qui sont apportées aux questions dans les audits, hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir, facilement savoir ce qu'on doit faire une fois qu'on a par exemple, pas qu'on a mis une réponse et que globalement ça va nous dire qu'on n'est pas conforme, bah, peut-être qu'on va avoir une suggestion. Et donc ça se traduit aussi par des plans d'action et si ces plans d'action, j'imagine après tu vas pouvoir les piloter dans Dastra. Enfin, en tout cas ça Ah c'est tout oui, à fait possible dans Dastra de le faire et donc ensuite de pouvoir, rattacher ensuite, ces actions à des projets et cetera. Tous à des ces personnes. audits aussi, qu'on voit ici, hem tu peux aussi les faire, on l'a dit, sur plusieurs, alors là, c'est des audits de conformité globale. Tu vas aussi pouvoir les faire, tu l'as dit, sur des sous-traitants, et sur d'autres, est-ce que, alors, peut-être que toi, je ne sais pas si tu fais ça. Est-ce que, par exemple, dans l'analyse aussi, peut-être plus en détail dans un traitement de données à caractère personnel, où on n'est pas forcément obligé d'aller sur une AIPD ou à ce niveau-là, est-ce que tu penses que tu pourrais utiliser un modèle d'audit, un questionnaire, alors qui serait, assez simple, hein, qui pourrait par exemple s'adresser, à un métier, à un opérationnel qui a pas forcément le vocabulaire lui du RGPD, mais pour justement avoir les quelques informations capitales qui vont te permettre d'évaluer le niveau de conformité de ton traitement, à savoir est-ce que tu as une finalité? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y a une durée de conservation? Des principes très, très basiques du RGPD, mais qui peuvent être ensuite rattachés à chacun des différents traitements. Tu vois, là, c'est Ouais. après la globalité, un peu plus dans le détail. Est-ce que c'est quelque C'est un chose aussi? outil de productivité, bien sûr, ça objective et ça dynamise, bien sûr, mais c'est aussi un outil de productivité pour le DPO que je suis, Mmh. mais aussi pour les DPO internes ou pour les contributeurs internes. Donc, pour autant qu'il y ait eu une bonne sensibilisation, c'est pour ça que j'insiste sur la formation des personnes à qui on parle, pour autant qu'il y ait une bonne sensibilisation, beaucoup de gens sont capables de répondre aux questions du RGPD. On n'est pas dans l'ISO 27701 où il y a vraiment des questions techniques. Waouh, à moins d'être un informaticien, on ne peut pas y répondre. Et encore. Donc, oui, les questions RGPD qui sont dans les audits de Dastra, c'est quand même des questions où il y a non seulement quelque chose en bon français, hein, on ne vous dit pas simplement article 28, on vous dit dans la zone de commentaires, l'article 28 demande ceci, cela, donc, vous, l'avez-vous fait? Il y a une traduction du contenu juridique du règlement dans quelque chose qui a un sens pour un métier. Ça, c'est Mmh. important. Et c'est ça qui permet de faire répondre les gens à distance de façon plus je dirais, pas conviviale, mais coopérative. Mmh.
Il y a eu sur ce sujet, la CNIL a récemment fait un article sur justement le vocabulaire proposé, un vocabulaire spécifique, enfin en tout cas la traduction du vocabulaire juridique du RGPD dans du vocabulaire plus simplifié, on va dire, pour tout un chacun. Et effectivement, je pense qu'on s'inscrit dans cette dynamique-là à travers finalement la vocation aussi pédagogique que peut y avoir aussi dans ces questionnaires. Ouais. J'oubliais une chose, Jérôme, excuse-moi, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure. Si un de vos donneur d'ordre vous demande votre conformité RGPD, ce qui est de plus en plus, tu mentionnais tout à l'heure le cadre contractuel, qui est quand même de plus en plus, moi je vois aujourd'hui, de plus en plus d'appels d'offres où il faut apporter une réponse RGPD. Hein. Et puis la réponse, elle fait 3 pages, hein. C'est pas un détail. Le règlement dit que les registres de traitement doivent être donnés à la CNIL quand elle le réclame, mais pas à un fournisseur, enfin il n'y a pas d'obligation de le fournir aux autres. Ce tableau, exactement celui que vous avez en ce moment sous les yeux, ça peut être une réponse à un fournisseur en disant, écoutez, voilà, l'année dernière, j'étais à 35, là, je suis à 59, je viens de terminer cette action, je suis peut-être à 66, j'ai encore du travail à faire sur tel et tel sujet, je peux répondre en objectivant ma réponse. Et ça évite de communiquer un truc qui est extrêmement sensible, c'est le registre des traitements, il ne va pas à partir à l'extérieur de l'entreprise. Et ça permet, alors si vous avez 3 mois avant la décision sur l'appel d'offres, vous pouvez dire, ben, dans 3 mois, je serai à 99. Vous pouvez mettre un petit peu de ressources. Et puis, si votre donneur d'ordre trouve qu'au-delà de 80, c'est déjà pas mal, eh bien, vous vous mettez à 80. Donc, c'est une manière aussi de gérer ce qui devient maintenant une habitude contractuelle d'apporter des preuves de conformité. Mmh. C'est vraiment un outil de pilotage et de preuve, hein, tu l'as bien dit, hein, effectivement. Hein, ce qui est vraiment la traduction aussi du principe d'accountability hein, qu'on retrouve dans le RGPD. Hein, donc de pouvoir dire, bah voilà, j'ai fait quelque chose, je suis conforme et je peux vous le montrer, que je suis conforme à travers les différentes actions que j'ai mises en place. Et en plus de ça, bah, ça tombe bien parce que je vérifie aussi donc mon niveau de conformité par rapport à mes éléments. OK. Parfait. Merci beaucoup Christophe, en tout cas pour cette intervention, Jérôme, merci. très intéressante. J'essaye de voir si on avait quelques questions, pas forcément des questions, ça veut dire que c'était plutôt très, très clair et c'est vrai que je trouve ça très, très clair. Est-ce que Estelle, Tristan, vous avez des remarques particulières? Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là, parce que ça tombe bien, on arrive à peu près au bout de l'heure. En tout cas, sachez une chose, c'est que tout ce dont on a parlé sur Dastra, vous pouvez aller tester aujourd'hui l'outil et aussi, pourquoi pas, faire déjà un premier audit. On a dit, donc là, ce serait un premier audit de réalisation dans le cas de Christophe, pour aussi estimer votre premier niveau de conformité. À travers l'outil, vous avez 30 jours gratuits, donc je pense qu'en 30 jours, vous avez largement le temps de faire un premier audit pour vous donner un premier résultat et savoir à peu près où est-ce que vous pouvez vous placer et quelles sont à peu près les premières actions que vous pourriez être amené à réaliser. Voilà, il y a aussi un petit questionnaire et Christophe, tu l'as mentionné directement sur le site web d'Astra que vous pouvez aller réaliser pour savoir à peu près si vous êtes dans la globalité sur les grandes thématiques du RGPD à peu près, en tout cas dans les clous. En tout cas, sachez que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions ultérieurement s'il y a besoin. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là, le webinaire et je vous remercie, infiniment pour, nous avoir suivis. Merci à Merci tous, à merci tous. Christophe. Merci, au revoir. Merci Christophe. Merci à tous, au revoir. À bientôt.